Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, des Français à l'étranger, pardon, votre média de référence, chers amis français expatriés, chers compatriotes et les autres, bien entendu, qui nous lisent tous les matins. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui à vous être inscrits sur ce webinaire sur les thématiques les successions dans un contexte international. Nous avons la chance d'avoir avec nous une notaire, une experte, donc Mathilde Morer, qui est notaire en région parisienne, dans les Yvelines, si je ne me trompe pas. Je vais lui passer la parole dans un instant. Et normalement, nous devons avoir également maître Cécile Sainte-Cluc, qui elle est notaire dans le sud de la France, mais qui semble avoir des petits problèmes de connexion. Donc j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre, mais pour l'instant, on n'arrive pas à se loguer. Bon, écoutez, on va voir. Alors, les internautes, déjà, bienvenue, hein, ravi de vous avoir avec nous. Ah, voilà, Maître Sainte-Cluc, parfait. Bonjour, vous m'entendez? Alors, on vous entend, on vous voit, Alors, je c'est ne vous entends parfait. pas. Est-ce que, parce que vous ne nous entendez Excusez-moi. pas, c'est dommage, mais en Vous tous les cas, m'entendez? oui. On vous entend, Maître Ah, Sainte-Cluc. très bien, parfait. J'ai changé d'ordinateur. Eh ben, je crois que c'était une bonne idée. Ouais. Ça marche mieux comme ça. Allez, Alors, du désolée. coup, j'étais en train d'accueillir les internautes avant de vous passer la parole. Donc, je le disais, hein, vous êtes très nombreux. Donc, vous avez un petit onglet. Donc, on est parti pour 1 heure ensemble. Donc, posez bien vos questions. Hein, c'est l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions. Donc, on a un petit onglet questions en bas à droite que vous voyez là. Voilà, on a déjà Jean-Pierre qui dit bonjour à la France, bonjour Hervé. C'est Jean-Pierre qui est en Suède. Bonjour Jean-Pierre. Vous voyez, je vous mets bonjour à tous. Donc, vous avez le petit onglet. Donc, on va se servir du chat ici pour poser les questions et évidemment que nos experts puissent répondre à ces questions. On a Isabelle qui est à Lisbonne. Donc, faites-nous déjà un petit coucou. Est-ce que c'est le matin pour vous sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe? Ou est-ce que c'est le soir pour vous en Asie? Faites-nous un petit coucou. Faites-nous savoir. Vous êtes déjà 145 inscrits, 145 en ligne, ce qui est énorme. Donc, Frédéric est à Paris, Christian à Chiang Mai en Thaïlande, Jean-Marc à Madrid, Karine aussi, Pascal à Dubaï. Bon, bienvenue à tous, c'est un grand plaisir. Je vais passer la parole juste deux mots à nos expertes pour qu'elles se présentent très rapidement. Et puis après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que je pense que vous avez de nombreuses questions. Donc, vous avez vu l'onglet questions, je vois que ça marche bien. Et également, n'oubliez pas que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à l'heure de webinaire, que vous devez partir en cours de route, vous pourrez, vous recevrez juste à la fin du webinaire un mail avec le lien du replay pour pouvoir voir ce que vous n'avez pas raté ou revoir le webinaire, évidemment, ou le faire connaître aussi, évidemment, bien entendu, à vos collègues, amis français à l'étranger qui pourraient être intéressés par ce sujet. Alors, Mathilde, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, alors donc je suis Mathilde Morer, je suis notaire dans les Yvelines et avec Maître Sainte-Cluc, donc on représente aujourd'hui le Conseil supérieur du notariat pour répondre à vos questions dans le cadre des successions internationales, parce que effectivement, ça a quand même pas mal d'incidences, on a pas mal de questions à se poser. Donc voilà, je suis ravie d'être là. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir. Merci Mathilde, merci Maître Morer. Maître Sainte-Cluc, du coup, je vous laisse également vous présenter en quelques mots. Bonjour, je suis Cécile Sainte-Cluc, je suis notaire à Carcassonne. Et comme Mathilde, je me suis spécialisée en droit international privé. Et aujourd'hui, je suis titulaire du diplôme supérieur, enfin du diplôme de Lyon, hein, qui est spécialisé en la matière, et j'ai le certificat de spécialisation en droit international privé. Donc voilà, nous sommes prêtes à essayer de répondre à vos questions dans la mesure de ce que nous savons, évidemment. Voilà, donc à votre disposition. Parfait, très bien. Je crois que des questions, il va y en avoir beaucoup. Hein. On a énormément d'internautes en live et tant mieux. Peut-être, Mathilde, si vous voulez commencer, peut-être juste pour nous rappeler un petit peu la définition juridique d'une succession à l'international, en quoi c'est particulier et finalement en quoi on doit s'en préoccuper. Alors, je crois que Cécile avait envie d'intervenir sur le point. Oui, alors, laissez-vous la parole, hein, bien sûr. Oui, voilà, tout à fait. Donc, en fait, on est en présence d'une succession internationale lorsque l'on dit qu'il y a un élément d'extranéité. Alors, un élément d'extranéité, c'est quoi? C'est, par exemple, que le défunt est étranger et vit en France, ou le défunt est français, mais il a des biens en France et à l'étranger,
ou encore le défunt a des héritiers qui vivent en France et d'autres qui vivent à l'étranger. Donc, dès lors qu'on a un élément qui nous rattache à un élément qui n'est pas en France, nous parlons d'une succession internationale. Très bien. Alors, il y a Olivier qui dit qu'il ne vous entend pas. Donc, moi, oui. Mathilde, je pense que vous entendez bien, Maître Sainte-Luc. Les internautes, faites-nous un petit signe pour s'assurer. J'ai peur, Olivier, que ça vienne de chez vous parce que j'ai l'impression que tout le monde… J'ai remis le micro. On va voir si c'est… Moi, je vous entends bien en tous les cas. Okay. J'espère que c'est le cas également de tous nos internautes. Faites-nous… ouais, tout le monde entend. Moi, c'est OK, on entend. Bon, alors, du coup, faut, Olivier, peut-être c'est un problème chez vous ou peut-être relever un peu le son également. C'était peut-être un petit peu faible. C'est peut-être pour ça. Donc, merci pour cette introduction. On va commencer, on va aller vers les questions. Donc, j'ai une question de Denis, qui est retraité français, qui vit en France. Il a une famille de 4 enfants, dont 2 ont la double citoyenneté américaine. Il a des avoirs aux États-Unis. Donc, sa question est qu'advient-il à la succession pour les biens situés aux US? Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Alors, il y a 2 aspects. Déjà, il y a un aspect civil et un aspect fiscal. Donc, Mathilde, est-ce que tu veux déjà répondre sur cet aspect-là fiscal ou je commence par l'aspect civil? On va peut-être commencer par l'aspect civil pour expliquer comment va se passer la succession en tant que telle, parce que le fiscal va découler en fait ce qui va se passer au niveau civil. Oui, tout à fait. Alors, si j'ai bien compris, Denis, alors vous êtes résident en France ou vous êtes résident aux États-Unis? Il est résident en France. Résident en France et il a des biens en France et aux États-Unis. Est-ce qu'il nous a précisé quel type de biens il a en France ou aux États-Unis? Est-ce que ce sont des immeubles ou est-ce que ce sont des biens mobiliers? Alors, il n'a pas précisé, il dit juste qu'il a 2 enfants qui ont la double citoyenneté US-FR et il dit qu'il a des avoirs aux US. Il a des avoirs aux US et lui, il est résident français. Alors, il a du cash apparemment et des fonds en action. Des fonds en action aux US. Oui. Fonds en action et du cash. Ok, donc a priori, il n'y a pas d'immeuble situé aux États-Unis. Il y aurait des immeubles qu'en France. Alors, toutes ces questions-là, on les pose toujours puisque avant de commencer une succession, on va toujours vérifier, bien sûr, où vit la personne qui est décédée et ensuite où vivent les héritiers, mais aussi également où sont situés les biens et quel type de bien il s'agit. Alors, pour poser les choses, il faut savoir que nous, notaires français, on doit raisonner par rapport à nos règles de droit international privé. Et nous, en France, pour tous les décès qui interviennent depuis le 17 août 2015, on applique un règlement européen qui est un règlement qui s'applique, qui est intervenu en 2012 et qui s'applique à toutes les successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Ce règlement nous pose un certain nombre de règles qui vont nous permettre de déterminer quelle est la loi applicable lorsque l'on a une succession qui concerne des biens qui sont en France et à l'étranger. Le principe général de ce règlement, je vais évidemment rentrer un peu plus dans les détails, mais le principe général, c'est de dire que la loi sera gouvernée par la loi de la résidence habituelle du défunt. Donc là, si Denis est résident en France pour sa succession, en principe, c'est la loi française qui s'appliquera. Et cette loi française va nous dire qui sont ses héritiers. Pour dire qui sont les héritiers, on a des règles, du coup, on va appliquer les règles du Code civil français. Donc, s'il a des enfants, il faut savoir que tous les enfants ont les mêmes droits, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Donc ça, qu'ils soient double nationalité ou pas, ça ne change rien dans son cas à lui, pas de souci. Donc après, pour l'aspect fiscal, je laisse le relais à Mathilde. Oui, alors effectivement, parce qu'il faut bien distinguer ce qui va se passer au niveau civil et au niveau fiscal. Là, vous nous précisiez, peut-être que pour vous, ça a de l'importance que vos enfants ont la double nationalité. Dans le règlement de la succession, il y a peu de chances que la nationalité intervienne. Ce qu'on regarde essentiellement, donc on a le domicile, la dernière résidence habituelle pour la question civile, c'est-à-dire vers quelle loi on va tendre pour régler la partie civile, déterminer qui sont les héritiers, comment sera réglée la succession. Et ensuite, on a la partie fiscale. Donc la partie fiscale, il faut savoir qu'en France, on a quand même une taxation qui est assez large. On trouve toujours un biais pour taxer une succession, voire une donation. Alors, ce qu'il faut regarder, en France, il y a trois cas.
Si vous avez le défunt, donc on va partir du défunt et du donateur, c'est la même chose. Si le défunt est résident fiscal en France, l'intégralité de sa succession sera taxée par la France. Si le défunt n'a pas sa résidence en France, mais que par contre l'héritier, au moins un héritier, mais on va parler d'un héritier, l'héritier ou le donateur a sa résidence fiscale au décès en France et l'a eu pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, 10 années précédant le décès, ce qui va recevoir en succession ou en donation, si on est dans le cas d'une donation, va être taxé également par la France. Et enfin, si vous n'avez ni le défunt, ni l'héritier qui est domicilié fiscalement en France, si vous avez des biens qui sont situés en France, ceux-là vont être taxés par la France également. Vous voyez, on est assez facilement taxé en France. Alors après, ce qu'on va regarder, c'est également si on a ou non une convention fiscale. Parce que fiscalement, il faut bien comprendre que chaque État a sa propre façon de taxer. Donc, il va avoir ses propres critères de taxation. Donc, potentiellement, vous pouvez très bien être taxé, la France a envie de vous taxer, et le pays où le défunt résidait ou bien l'héritier va résider va avoir également des velléités sur la taxation. À ce moment-là, on aura ou pas une convention fiscale qui va nous permettre de trancher les choses. Mais du coup, quand vous vous expatriez, ce qu'il faut toujours bien regarder, mais ça marche aussi pour les revenus, ce qu'il faut toujours bien regarder, c'est votre résidence fiscale. Parce que les critères qui vont déterminer si vous êtes considéré par un État comme résident fiscal chez lui, c'est vraiment des critères qui sont propres à chacun des États. Donc, vous pouvez vraiment être considéré fiscalement résident en France et ailleurs, et donc potentiellement doublement taxé. Mais on y reviendra peut-être sur d'autres questions. Donc là, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas parce que vos enfants ont la double nationalité que ça va avoir une incidence sur la taxation. Ce qui va compter, ça va être la résidence fiscale de chacun et de savoir ce qui sera taxé, enfin en tout cas comment va être… Et puis voir s'il y a des conventions entre la France et le pays concerné aussi. Voilà, les conventions. Sachant qu'on a une quarantaine de conventions fiscales à travers le monde sur les successions. Par contre, sur les donations, on n'en a qu'une dizaine. Donc, parfois, voilà, il faudra voir sur les cas particuliers s'il est plus intéressant d'envisager une transmission par donation ou par succession. Parfois, il vaut peut-être mieux attendre la succession parce qu'on sait qu'on a une convention qui évitera les doubles taxations. Voilà. Donc, le point à retenir par rapport à votre cas, c'est effectivement, ne regardez pas la nationalité, ça n'aura pas vraiment d'incidence. Ce qu'il faudra regarder, c'est la dernière résidence habituelle donc du défunt pour savoir quelle loi va s'appliquer à la dévolution, c'est-à-dire qui va être héritier, comment. Et ensuite, il faudra regarder la résidence fiscale du défunt et des héritiers ou du bien si aucun n'est en France pour savoir comment vous allez être taxé. Okay. Très bien, merci pour ces réponses. Alors, on a beaucoup de questions, on va essayer de répondre à tout le monde. Une fois de plus, ce webinaire sera disponible en replay et sinon, évidemment, on vous encouragera à contacter le Conseil supérieur du notariat pour prendre attache avec un spécialiste. Oui, pardon, Madame Saint. Non, peut-être le premier message qu'on peut faire passer, nous toutes les deux, c'est que c'est des matières complexes. Et s'il y a des notaires, bien sûr, très compétents pour la loi française en France, quand on est dans un contexte international, il faut vraiment se rapprocher d'un notaire spécialisé de façon à avoir toutes les clés, que ce soit là, donc pour organiser les successions, pour comprendre ce qui se passe dans une succession quand une succession est ouverte, que ce soit au niveau civil, au niveau fiscal, parce que tout est à prendre en compte. Donc, le fait qu'il y ait des personnes qui soient répertoriées au Conseil supérieur du notariat comme étant spécialisées, c'est vraiment important de les contacter, ça vous aidera toujours. Très bien, la précision est donnée. Merci beaucoup. On a Caroline qui demande, donc avec son mari, ils sont français de nationalité, ils résident en Thaïlande. Ils ont acquis un bien en Thaïlande, ils ont des avoirs en France. Ils demandent, devons-nous faire un testament pour l'ensemble en France ou en Thaïlande ou en Thaïlande? Quelle est la bonne procédure à suivre? Alors, a priori, ils n'ont jamais fait de testament, d'après ce que je comprends. C'est ce que j'imagine. Avec des biens en France. Et alors, tout dépend. Évidemment, s'ils veulent être soumis à la loi française, en ce qui concerne notre point de vue à nous, de notaire français, si une succession est ouverte en France, on se réfère toujours à ce règlement européen.
Et le règlement européen, si rien n'a été fait, dira que c'est la résidence habituelle. Donc, du coup, la loi de la résidence habituelle, donc du coup, la loi de la Thaïlande, qui s'applique à l'ensemble de la succession, donc pour les biens en Thaïlande et pour les biens en France. Ce règlement offre une autre possibilité, c'est de faire un choix de loi dans un testament, par exemple, de façon à choisir sa loi nationale pour l'application à la succession. Donc, à ce moment-là, évidemment, si elle souhaite que la loi française s'applique, c'est-à-dire que la loi française dit qui vont être les héritiers et quels vont être leurs droits, moi, je ne peux que l'encourager à faire un testament. Donc, elle peut se rapprocher avec un notaire français, bien sûr, hein, pour le préparer. Et ce notaire prendra un certain nombre de précautions par rapport à la forme du testament. S'il est fait en France, on a certaines possibilités de testament. Donc, Mathilde, si tu veux dire les types de testaments qu'il y a en France, voilà, je te passe le relais. Et puis ensuite, je peux reprendre la main. Voilà, je te laisse voir les types de testaments en France. Oui, parce qu'effectivement, la loi qu'on va regarder, ça va être la loi de la dernière résidence. Alors, on a aussi la question du renvoi, de ce qu'on appelle le renvoi. C'est-à-dire que si la loi… ce qu'il faut bien comprendre quand on est dans l'international, et ça, c'est vraiment le point très important, c'est que chaque État applique ses propres lois. Alors, on a la chance en Europe d'avoir harmonisé certaines lois civiles. Et attention, ce sont que les lois civiles. Hein, le fiscal n'est harmonisé nulle part. Donc, on a la chance d'avoir harmonisé nos règles, ce qui veut dire qu'au sein de l'Europe, où que vous soyez, où que vous décédiez, le notaire ou le juriste qui va ouvrir votre succession va appliquer le même règlement européen. Donc, il va déterminer la loi applicable à votre succession de la même manière où vous vous situez. Par contre, ça ne fonctionne qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, si la succession est ouverte en Thaïlande, ils vont appliquer leur propre loi. C'est eux qui vont déterminer comment on va déterminer qui sont vos héritiers. Donc, c'est important de faire un testament. Ce qu'il faut regarder, c'est que dans le monde, on a des conventions, on a adhéré à certaines conventions, notamment une convention de La Haye sur les testaments, qui permet d'accepter plus facilement des testaments venant de l'étranger. C'est-à-dire que pour les pays qui ont adhéré à ces conventions-là, les formes de testament qui seront employées dans ce pays-là vont être reconnues en France, par exemple. Mais la Thaïlande n'a pas adhéré ni à la convention de La Haye de 61, ni à la convention de Washington, qui permet de faire ce qu'on appelle un testament international. C'est-à-dire, c'est une forme de testament qui, dans tous les pays signataires, sera reconnue de la même façon. Donc, dans des pays qui ne sont pas soumis à ces conventions, il vaut mieux quand même faire un testament en France par rapport aux biens français pour être à peu près sûr qu'ils soient reconnus. Maintenant, au niveau des testaments qu'on a en France, la forme des testaments, on a ce qu'on appelle le testament holographe. Donc, c'est un testament que vous écrivez seul, manuscritement, hein, il ne faut pas le taper, vous marquez la date, votre signature. Vous le déposez ou non chez un notaire, c'est mieux de le déposer parce qu'au moins on est sûr de là où il est et de le retrouver. Sinon, vous avez ce qu'on appelle un testament authentique. Donc, c'est un testament que vous faites devant notaire pour le coup. Donc, c'est un acte authentique avec témoin ou un autre notaire. On a également ce qu'on appelle donc le testament international, qui n'a d'international que son nom. Hein. C'est-à-dire que c'est une forme de testament particulière, mais c'est surtout parce qu'il a été créé au terme d'une convention particulière. Et sinon, on a ce qu'on appelle le testament mystique, mais bon, ça, c'est pas vraiment un testament qu'on utilise beaucoup. Voilà, donc on a 4 formes de testament. Sachant que vous avez des pays qui ont d'autres formes de testament. Vous pouvez avoir des testaments par exemple. Voilà, et ça, c'est pas reconnu chez nous, par contre, en règle générale. Très bien, merci. Allez, on continue avec les questions. On a une question de Thierry qui est résident français, qui a acheté un appartement à Dubaï et il souhaite le laisser en héritage à son fils qui est franco-espagnol. Alors, il demande est-ce que je peux lui léguer en tant qu'espagnol, sachant que Thierry, lui, est français. Donc, il est résident français, son fils est de nationalité espagnole et oui. Le bien était situé à Dubaï, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, absolument. Donc, il est résident habituellement en France. Donc, la loi qui s'appliquera de façon automatique à ça, sauf il est français aussi, hein, vous m'avez dit, hein, il est français aussi. Hein. Oui, absolument. Donc, français résident en France, la loi française s'appliquera, donc il peut léguer un bien, même si à son fils, même si c'est un bien qui est situé à l'étranger. Alors, attention, là encore, on sait que automatiquement ce sera transmis
par la loi, hein, l'application de la loi à son fils. S'il entend faire un testament, il faut s'entourer de toutes les précautions que l'on vient d'énoncer juste avant, justement par rapport à la forme du testament. Est-ce que le testament qui serait fait en France serait bien reçu aux Émirats arabes unis? Donc, il y a des précautions à prendre. S'il veut simplement le laisser sans faire de testament, automatiquement, son fils en héritera, puisque en France, les enfants ont des droits automatiques. Hein. Donc, voilà. On a une question de Karine qui dit, alors Karine, elle est française, elle vit en Catalogne. Son père vit en France et son père veut lui faire une donation de son vivant. Et elle dit, si je vivais en France, je n'aurais pas à payer d'impôts jusqu'à sa mort. Et en Espagne, je vais devoir payer de suite les impôts de succession. Donc, est-ce que c'est correct? Alors, moi, je vais juste faire la même chose, et puis Mathilde peut rebondir sur le volet fiscal, mais avec l'Espagne, moi, je suis notaire à Carcassonne, donc je le sais, c'est vrai qu'avec l'Espagne, il est toujours plus intéressant d'attendre le décès, puisque ça peut avoir des répercussions, justement, par rapport, si on fait des donations. Donc, c'est vrai qu'elle a raison d'hésiter, à mon avis. Donc, après, je laisse Mathilde développer si tu veux, Mathilde, mais voilà. Oui, oui, parce qu'en plus, avec l'Espagne, nous n'avons pas de convention sur les donations. Donc, on ne pourra pas éviter les doubles taxations. Et là, si j'ai bien compris, donc on aurait je suis désolée, je n'ai pas tout entendu, on aurait le donateur qui réside en France et le donateur en Espagne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le bien est en France. Et le bien est en France. Donc, Non, à Dubaï. Ah, il est à Dubaï. Le bien est à Dubaï. Ah, le bien est à Dubaï. Ah, d'accord. Je n'avais pas compris ça non plus. Alors, de toute façon, encore une fois, donc, on peut tout à fait donner de son vivant ou attendre la succession. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement la fiscalité aussi, c'est important. Quoi qu'il arrive, juste une petite parenthèse, il faut toujours bien quand même déclarer en France les donations que vous pouvez faire, parce que ça peut avoir une incidence au moment de la succession, et notamment pour ce qu'on appelle le rappel fiscal. C'est-à-dire de savoir si on considère que la donation a été connue ou pas avant le décès. Parce que dans ce cas, si on considère que la donation n'avait pas été déclarée, on va la déclarer au moment de la succession. Et donc, c'est à ce moment-là, potentiellement, qu'on va utiliser les abattements, etc. Et comme en termes d'abattements fiscaux, on a des délais de reconstitution qui sont de 15 ans pour l'instant, ça a un intérêt quand même, normalement, de bien déclarer les choses. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, vous allez être taxé, la donation sera forcément taxée, puisque le donateur réside fiscalement en France et qu'en plus, vous avez même… Ah non, le bien est à Dubaï. Mais le donateur réside en France. Apparemment, c'est de l'argent. D'après ce que je vois, Karine nous dit que c'est de l'argent qui est c'est pas un bien à Dubaï, c'est une donation d'argent. D'accord, autant pour moi. D'accord. Donc, en tout cas, ça ne change rien. Le donateur étant résident fiscal en France, il va y avoir une taxation en France. Et effectivement, l'Espagne, taxe aussi les donations. Donc, en fait, cette somme d'argent, vous allez devoir la déclarer dans les deux pays. Et en Espagne, ils taxent quand le donataire est résident fiscal en Espagne. Donc, vous allez être taxé en France et vous allez être taxé en Espagne. Alors que si vous attendez, je suis navrée, mais si vous attendez la succession pour ce type de transmission, on a une convention fiscale avec l'Espagne en termes de succession. Donc, on va avoir un partage de la taxation entre la France et l'Espagne. Donc, potentiellement, ça peut être plus intéressant d'attendre le décès. Mais par contre, vous n'aurez pas, que ce soit en Espagne ou n'importe où ailleurs, vous parliez de taxation de la succession du vivant, ça n'arrive jamais par contre. Hein. Une taxation successorale, c'est au moment du décès de la personne. Hein. Et dans le cas d'une donation? C'est au moment de la donation. Voilà. Là, c'est le moment de la donation. Oui. Au moment où on le déclare. Alors, si on ne déclare pas, on n'est pas taxé, mais il faut déclarer. Donc, voilà. Ok. Il y a beaucoup de questions. Hein. Merci les internautes. J'ai une question de Floris qui est résident au Portugal, qui a fait un testament en désignant le régime successoral français et il voudrait faire une donation en nue propriété à ses enfants sur un bien au Portugal. Donc, comment est-ce que cela peut se passer? Alors, une donation en nue propriété à ses enfants sur un bien immobilier situé au Portugal. Il faut qu'il aille consulter un notaire au Portugal, de toute façon, puisque nous, les notaires français, nous n'avons pas le droit de faire des actes en dehors de notre territoire français. Donc là, on a des confrères au Portugal qui peuvent traiter ce genre de choses.
Donc là, on ne pourra pas faire grand-chose. On peut vous donner certaines explications sur les lois applicables, etc., mais c'est tout. Après, une donation à bien au Portugal, nous, on s'y aventure pas, en fait. C'est mieux que ce soit fait. Voilà, on pourrait faire une donation, mais derrière, ça des formalités, donc il vaut mieux saisir un confrère là-bas. Par contre, le fait que ça n'a pas d'incidence, il a choisi sa loi nationale, donc loi française, pour régler sa succession. Il fait les donations comme il veut. C'est juste au moment de sa succession, on appliquera la loi française pour reprendre les donations qui ont été faites, vérifier que la réserve n'a pas été atteinte, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop donné, parce qu'en France, on ne peut pas déshériter des enfants. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. C'est-à-dire que vous avez votre patrimoine. À votre décès, on va regarder la composition de votre patrimoine au jour du décès, mais également ce que vous aurez pu donner de votre vivant pour vérifier que vous n'avez pas spolié vos enfants. C'est-à-dire pour vérifier que sur un patrimoine de départ, vous pouvez donner comme vous voulez du temps de votre vivant, tant que vous respectez la réserve de vos enfants. Et donc, c'est au moment du décès, si on applique la loi française qui connaît la réserve, qu'on va vérifier que toutes les donations que vous aurez faites de votre vivant n'a pas entamé la réserve de vos enfants. En France, la réserve, quand on a un enfant, elle est de la moitié de la succession. Quand on a 2 enfants, elle est de 2 tiers. Et quand on a 3 enfants et plus, elle est de 3 quarts. Donc, si vous avez un enfant, à votre décès, ce qu'on va vérifier, c'est que sur votre patrimoine existant au jour du décès, auquel on va réincorporer fictivement tout ce que vous aurez pu donner de votre vivant, on va juste vérifier que vous n'avez pas donné plus que la moitié de votre patrimoine. Parce que sinon, il faudra rendre quelque chose à l'enfant réservataire. Mais donc, vous pouvez avoir choisi votre loi nationale, c'est très bien. D'ailleurs, comme ça, on a fixé la loi qui sera appliquée, en tout cas en Europe, la loi qui sera appliquée à votre succession, civilement. Mais après, la donation, vous pouvez tout à fait la faire et vous pouvez la faire au Portugal. L'important, c'est bien qu'elle soit déclarée. Il y a un point quand même important, c'est que dans le testament, c'est la loi française qui a été choisie. Mais si la donation partage est faite sous l'empire du droit portugais, il faut faire attention parce que ça peut créer des problèmes au moment de l'ouverture de la succession. En général, votre cas, à mon avis, mériterait qu'on s'y intéresse de façon un peu plus précise pour voir s'il n'y a pas un moyen de faire converger les 2 lois, enfin, les 2 dispositions, votre testament et la donation partage. Parce que ça peut vraiment créer, si ce n'est pas les mêmes réserves, si ce n'est pas les mêmes équilibres entre les 2 pays, ça peut créer des problèmes. Donc là, je pense qu'il faut vraiment consulter quelqu'un de vraiment spécialisé pour vérifier et ne pas faire de bêtises en faisant votre donation partage au Portugal. Sachant qu'on peut faire des choix de loi, effectivement, pour attacher les deux, pour éviter les… Ouais, voilà. Donc, ça, c'est important. Très bien. On a Eduardo qui nous propose un autre cas de figure et que j'aimerais vous soumettre. Donc, Eduardo et sa femme, ils ont déposé un testament au Brésil pour leur succession concernant leurs avoirs au Brésil. Et ils demandent s'ils doivent faire un autre testament en France pour ces avoirs en France, en désignant même d'autres bénéficiaires. Est-ce qu'on peut déposer différents testaments? Très, très attention. Alors, il faudrait qu'Eduardo nous dise déjà, est-ce qu'il est français et est-ce qu'il a fait dans ce testament un choix de loi en faveur de la loi française ou est-ce qu'il a fait un testament en laissant la loi brésilienne? Et est-ce qu'il a des biens en France? Là, c'est un petit peu… Il nous manque quelques éléments pour bien répondre. Après, de façon générale, évidemment, on ne recommande pas de multiplier les testaments. On aime bien travailler, nous, les notaires qui sont un peu spécialisés dans la matière, avec d'autres professionnels qui sont aussi spécialisés en droit international dans les autres pays. Donc, en général, on se consulte pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, est-ce que Eduardo nous a dit si Alors, français et si… il ne nous a pas encore précisé. Peut-être qu'il va nous préciser un petit peu plus tard. Et est-ce qu'on fait enregistrer quelque part son testament dans, je sais pas, par exemple, Eduardo, il a fait son testament au Brésil, il pourrait le faire enregistrer en France? Comment ça se passe? Ou est-ce que simplement le testament enregistré au Brésil fait foi? Alors, s'il a été… Tu veux me répondre, Mathilde, comme tu veux, oui, non, vas-y, c'était simplement pour dire qu'effectivement, là où il faudra aussi faire attention, c'est que du coup, par rapport aux conventions dont on parlait tout à l'heure, le Brésil… très bien. Non, mais c'est bon, vas-y, continue. Non, le Brésil n'est pas signataire. Donc, en termes de forme du testament, déjà, il faut faire attention à ça parce que potentiellement, ça peut ne pas être reçu en France. Donc, il y a déjà, je pense que pour le cas d'Eduardo, il faudrait vraiment qu'il prenne contact avec un notaire, au moins pour voir la forme
et ce qu'il a mis dans son testament. Et d'avoir plus d'informations, comme tu disais, au niveau de sa loi nationale, etc., des avoirs qu'il a, parce que ça, c'est… On ne conseille pas de multiplier les testaments, mais c'est vrai que quand on est sur un pays qui n'est pas signataire des conventions, on a déjà le premier écueil qui est celui de la forme, que potentiellement ce ne sera pas reconnu chez nous. Donc déjà, il y a ça. Donc ce serait bien de se rapprocher quand même d'un notaire français pour voir. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des testaments où on confirmait des dispositions en France, parce qu'il y avait des biens en France, ou un intérêt, quelque chose qui attrayait un petit peu la succession vers la France, par exemple un compte bancaire ou autre. Un testament déposé en France chez un notaire, enregistré au fichier des testaments, simplement pour confirmer des dispositions prises dans un autre pays. Ça peut être parfois utile, mais bien sûr, il faut encore bien préciser dans les détails. Très bien. Allez, les internautes, on est à peu près à la moitié de ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas encore assister à la dernière demi-heure, pas de souci, vous ne raterez rien. Vous pourrez également le faire connaître à vos collègues, amis, connaissances qui seraient intéressés par ce sujet. On a une question de Jean qui a donné la nue propriété de son appartement à Paris à ses enfants et qui est maintenant devenu résident en Lettonie. Alors, il demande est-ce que ce don et ses implications seront retenus dans sa succession en Lettonie au moment de son décès? Alors s'il a des biens qu'en France, s'il n'a que cet appartement en France, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais moi, je l'inviterais plutôt à faire un testament pour adopter la loi française, de façon à avoir une convergence, là encore, entre la donation qu'il a faite et puis de rester dans le système légal français. Ça éviterait d'avoir ce problème avec la donation qui a été faite en France et les lois lettonnes. Enfin, voilà, moi, le conseil que je donnerais, c'est ça. Oui, d'autant que là, je ne pourrais pas, je ne sais pas toi, mais moi, la loi lettonne, là, je ne sais pas. Donc, il faudrait voir comment ce serait traité par la loi lettonne, mais c'est vrai que pour éviter les soucis et les incertitudes, un choix de loi pour la loi française serait bien. Très bien. On a une question. Excusez-moi. Je précise juste pour savoir les modalités du choix de loi, c'est par disposition testamentaire. Donc, en fait, c'est au terme d'un testament. Quelque chose ayant la forme d'un testament, vous faites juste un choix de loi pour votre loi nationale, parce que le seul choix qu'on puisse faire, par contre, c'est la loi nationale. Et quand on a plusieurs nationalités, c'est peut-être le cas de certains internautes, on peut choisir l'une des nationalités. Il n'y a pas une qui est prépondérance par rapport aux autres. Par rapport à monsieur qui est en Lettonie, pour faire son testament, alors il peut très bien ne pas être obligé de revenir en France pour faire son testament. S'il le fait nous en France, on acceptera un testament qui a été fait valablement dans les formes qui sont acceptées en Lettonie. Tout ça parce que nous, on a ratifié cette convention internationale. Donc, s'il va voir un confrère en Lettonie qui lui fait faire un testament pour adopter la loi française, et que ça a bien été fait dans les bonnes formes, donc nous, on le reconnaîtra en France pour régler sa succession ensuite sur la base de ce testament. Très bien, allez, on poursuit avec les questions. On a une question de Joséphine qui demande si le Brexit a entraîné des changements majeurs en matière de succession pour les familles françaises résidentes fiscales en Angleterre, ou est-ce que c'est le même régime qu'auparavant? On a toujours la convention, on a une convention fiscale avec le Royaume-Uni sur les successions, si je ne me trompe pas. Je vérifie, comme ça tu seras tranquille, mais oui, on en a une, mais je vérifie si elle est toujours… elle n'a pas été… énoncée avec le Brexit. Non. Non. Donc, on a toujours la convention fiscale. Au niveau civil, il faut savoir que de toute façon, le Royaume-Uni avait un statut très particulier. Donc, déjà, il n'était pas soumis au règlement succession. Donc, ça, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Donc, c'est vrai que sur le règlement des successions en tant que tel, il n'y a pas eu d'incidence particulière. Non, il n'y a rien eu. Il y a une convention, mais qui évite les doubles impositions, en fait. Elles sont là pour ça. Voilà. Après, non, c'était déjà un pays tiers au règlement européen, puisqu'il est appliqué depuis le début il est appliqué que par 25 pays. Et donc, à l'origine, l'Irlande, le Danemark et le Royaume-Uni étaient en dehors du règlement et appliquaient d'autres règles. Et en fait, depuis le Brexit, il ne reste plus que l'Irlande et le Danemark qui sont en dehors.
Mais voilà. Alors, peut-être qu'on aura d'autres questions sur comment ça se passe, du coup, une succession entre la France et le Royaume-Uni. Donc, je ne développe pas forcément maintenant, comme vous voulez. Parfait. Allez, on a pas mal de questions des internautes. Séverine demande, peut-être dans un monde merveilleux, mais elle demande si dans un testament, on peut choisir la loi française pour le civil et la loi d'un autre pays pour le fiscal. Non, dans notre espace-temps. Non, le fiscal, on ne peut rien déterminer au niveau fiscal. En tout cas, pas de choix. On peut agir avant le décès, par exemple, en rapatriant certains avoirs ou en faisant en sorte de bien anticiper pour voir comment, si la succession arrivait aujourd'hui, ce serait taxé et donc, effectivement, faire bouger certains avoirs ou vendre certaines choses, etc. Mais on ne choisit jamais la loi fiscale. Allez, une autre question fiscale. Karine, qui est résidente à Hong Kong, vient d'hériter de son père qui était résident en France. Alors, elle demande, suis-je imposable en France malgré tout, alors qu'elle est résidente elle-même à Hong Kong, et est-ce qu'elle doit faire est-ce qu'elle a une déclaration à faire dans son pays de résidence? Alors, pays de résidence, là, je n'ai pas d'informations sur Hong Kong. Par contre, comme le défunt, donc son papa, c'est ça de ce que j'ai compris, comme le défunt était résident fiscal en France, l'intégralité de la succession va être taxée par la France. Je ne crois pas qu'on ait de convention fiscale avec. Non, je regarde pour les successions. Non, on n'a pas de convention fiscale avec Hong Kong. Non. Donc, potentiellement, si Hong Kong taxe aussi du fait qu'elle est résidente fiscale à Hong Kong, elle pourra subir une double taxation. Alors, en France, on a des mécanismes correcteurs, mais en général, ils corrigent les taxations des biens qui sont situés à l'étranger. Donc là, si son papa n'a que des biens en France, il n'y aura pas de mécanisme correcteur, mais elle risque une double taxation. Et oui, elle sera taxée en France et elle aura à faire sa déclaration en France. D'accord, très bien. Dominique pose une question un petit peu plus générale, mais qui est intéressante parce qu'elle va donner un contexte. Finalement, en quoi une loi successorale est-elle plus favorable qu'une autre, ou dit meilleure qu'une autre? Et quels sont les grands points de divergence, ou plutôt quels sont les points clés à prendre en compte par rapport peut-être à son pays ou sa situation? Alors, là, les premières idées qui me viennent à l'esprit, c'est évidemment quelle est la configuration de la famille, à qui veut-on laisser des biens, est-ce qu'on a affaire à un couple marié ou est-ce qu'on a affaire à un couple non marié, est-ce que ce couple a des enfants communs ou est-ce qu'il y a des enfants de différentes unions? Donc voilà, donc il y a des pays comme la France qui connaissent la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a une quote-part de la succession qui est réservée à chaque enfant. Donc selon les objectifs, c'est ça qu'on fait, c'est tout le travail qu'on fait nous les notaires pour anticiper les successions. Quel est l'objectif en fait poursuivi par la personne qui va préparer sa succession? Est-ce que c'est de protéger son conjoint en le privilégiant, en lui en donnant plus? Et à ce moment-là, s'il y a une possibilité, selon la nationalité, d'orienter la succession vers donner plus au conjoint, à ce moment-là, ça peut être intéressant de choisir la loi nationale si on est résident dans un autre pays. Si la loi nationale est plus intéressante, si c'est de privilégier un conjoint non marié, non pacsé, ça peut être intéressant d'éviter la réserve héréditaire. Après, si l'objectif c'est de protéger vraiment le conjoint, là c'est pareil, il faut se pencher sur la législation en fait de la loi qu'on pourrait adopter en fait pour vérifier. Très bien. On a une question de Laurence qui explique qu'en fait la donation au dernier vivant n'existe pas en Espagne. Comment faire pour protéger son conjoint au moment du décès dans un cas comme celui-là? Tu veux répondre, Mathilde, ou tu veux que je réponde, comme tu veux? Alors oui, la donation au dernier vivant n'est pas reconnue elle n'est pas connue dans tous les États. Vous avez notamment l'Italie qui ne la connaît pas, qui la prohibe. Même on a le Portugal normalement et donc pas l'Espagne. Ce qu'il y a, c'est que en fait, avec le règlement européen dont on parlait tout à l'heure, qui est en application depuis 2015, on a on a rendu possible l'acceptation des pactes successoraux qui auraient été faits dans des pays qui reconnaissent ces pactes. Et notamment, la donation entre époux est un pacte successoral. Et si vous avez fait établi une donation entre époux en France, qui était à l'époque, alors c'est un petit peu compliqué, mais disons que si tout a été respecté pour qu'au moment où la donation entre époux a été faite, elle soit reconnue par le règlement, le pays dans lequel vous allez vouloir la faire appliquer devra le reconnaître, en tout cas le pays européen. Donc en Espagne, normalement, ils sont tenus par le règlement
de recevoir les donations entre époux et ce qu'elles impliquent. D'accord. Voilà. Après, juste pour préciser, parfois on rencontre des confrères espagnols. Alors, la succession en Espagne, c'est pas forcément réglé comme avec un notaire comme nous. Il y a tout un système avec des avocats, etc. Et on retrouve encore en Espagne, dans certains endroits, des avocats qui ne veulent pas appliquer nos dispositions de droit français. Donc, parfois, il ne faut pas hésiter à aller en voir un autre, parce qu'il y en a qui sont un peu plus ouverts ou un peu plus au courant, en fait. D'accord, très bien. Merci pour le conseil. Véronique, qui semble être au Danemark, demande: peut-on faire une donation avec réserve d'usufruit pour un résident fiscal danois, donc qui soit pas français? Alors, peut-être on parle du Danemark, mais ça peut concerner d'autres pays. Cette notion d'usufruit, est-ce qu'elle intervient dans le cadre des successions à l'international? Alors, oui, mais méfiance. Allez, Mathilde, tu as l'air prête à… Vas-y. Non, c'est juste effectivement méfiance. L'usufruit n'est pas connu partout, déjà. La notion d'usufruit n'est pas connue partout. Et là, c'est une question qui concerne vraiment le Danemark. Donc, parce que tout le monde est résident au Danemark, c'est ça? Un bien au Danemark? Oui, apparemment, oui. Oui, là, moi, personnellement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Non. Et puis après, l'usufruit, effectivement, c'est connu dans notre droit latin, mais il y a pas mal de pays qui ne le reconnaissent pas. Par exemple, en Angleterre, et ce sera taxé, ils ne tiendront pas compte de l'usufruit réservé. Ils vont taxer en pleine propriété. Donc là, il faut faire très attention et se rapprocher d'un notaire au Danemark pour ces problèmes de donation. Pardon. Non, le bien est en France, en fait. Hein. Ah, le bien est en France. Mais sa fille vit au Danemark. La fille vit au Danemark et elle est au Danemark aussi. Ouais. Si j'ai bien compris la question, oui. Donc, le bien est en France, bien au Danemark. Alors là, c'est toujours pareil. Alors, le Danemark est en dehors du règlement européen. Donc, au Danemark, lorsque la succession sera ouverte, ils considéreront, donc en application des règles de droit international privé, donc à vérifier encore avec un notaire au Danemark quand même. Ils pourront considérer que comme le bien est situé en France, c'est la loi française qui sera applicable à cette succession. Donc, nous, s'il y a une donation qui a été faite pour ce bien en France avec un notaire français, ce qui est tout à fait faisable, puisque le bien est en France, il peut être publié en France. Donc, automatiquement, s'il y a une donation avec réserve d'usufruit, la fille deviendra pleinement propriétaire au moment du décès. Voilà. Donc là, voilà ce que je peux dire. Après, je ne m'engagerai pas sur les répercussions de l'usufruit par rapport à la succession qui sera ouverte au Danemark après. Enfin, je pense que tu es d'accord, Mathilde, avec… Il faut se méfier, juste pour compléter sur les donations en usufruit, nue propriété, etc. Il faut se méfier. Nous, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement parce que ça permet de diminuer la fiscalité, en fait. Si vous transmettez, ce n'est pas la seule vertu de la donation en démembrement, mais si vous donnez en nue propriété, vous donnez pour une valeur qui est moindre puisque vous ne donnez que la valeur de la nue propriété. Donc, fiscalement, c'est un intérêt puisque au moment du décès, l'usufruitier, celui qui était resté usufruitier, son usufruit ne va faire que s'éteindre et ne va pas être taxé au moment de sa succession. Il va juste revenir au nu propriétaire. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et notamment, vous avez en Espagne, alors sur certaines provinces, l'usufruit qui aura été retenu au moment du décès va être taxé également. Ça va le réintégrer pour être taxé. Réintégrer pour être taxé. Donc, vous avez certains États où fiscalement, l'intérêt qu'on a, nous, qui n'est pas le seul, mais l'intérêt qu'on a, nous, sur ce type de donation en France, va pas se répercuter à l'étranger, en fait. Vous allez être à nouveau taxé pour la transmission de l'usufruit. Ce qui ne sera pas le cas en France, par contre. Transmission de l'usufruit au moment du décès, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger dans un pays qui va taxer la transmission de l'usufruit que nous, on va taxer la transmission de l'usufruit. Chez nous, il va être considéré comme s'éteignant. Mais dans un autre État, et notamment certaines provinces, notamment la communauté de Valence en Espagne, vous avez une taxation de l'usufruit au moment de la transmission par décès. Donc, il faut bien faire attention. Mais effectivement, civilement, nous, il n'y aura pas de souci. Maintenant, est-ce que le confrère à l'étranger connaît les donations en démembrement? Ça, il faut se rapprocher d'un confrère. Voilà. En fait, pour résumer, en fait, le cas de cette dame, c'est que faire une donation en France, c'est tout à fait faisable. Ce sera publié, même si c'est entre personnes étrangères. Par contre, il faut voir quelle peut être la répercussion et quelles seraient les conséquences éventuelles au Danemark, si ça peut poser problème au Danemark ou pas.
Très bien, parfait. Allez, il reste encore une bonne quinzaine de minutes. On a plein de questions. Je crains qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde, mais il y a beaucoup de cas qui se répètent. Donc, j'imagine que les informations données par nos expertes, nos notaires, Mathilde Morer et Cécile Sainte-Cluc, vous sont utiles. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à consulter le site du Conseil supérieur du notariat et à prendre contact, évidemment, avec un notaire spécialisé en France. Françoise demande, mon fils habite en Angleterre et les grands-parents du fils souhaitent faire une donation de 30 000 €. Dans quel pays la donation est-elle imposée? En France ou en Angleterre? Et est-ce qu'il y a un plafond? Alors, en France, on est d'accord, c'est les grands-parents qui vont donner à leur petit-fils. Les grands-parents sont en France. Ils sont en France. Oui. C'est ça. D'accord. Donc, avec le Royaume-Uni, on n'a pas, là non plus, sauf erreur, mais on n'a pas de convention sur les donations. Donc, en France, ce qui est sûr, c'est que la donation sera taxée. En termes d'abattement, donc là, on est sur une somme de 30 000 €, sachant que, donc, en France, la taxation des donations, vous avez des abattements. C'est-à-dire que vous pouvez donner à chacun de vos enfants, par exemple, vous pouvez donner 100 000 € net de droit. Mais c'est un abattement qui va fonctionner pour la donation et pour la succession, et qui se reconstitue tous les 15 ans. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous donnez 100 000 € à l'un de vos enfants, que vous décédez dans moins de 15 ans, au moment de votre succession, il va être taxé au premier euro. Maintenant, vous avez aussi un second abattement qui, lui, par contre, ne fonctionne que pour les dons de sommes d'argent, donc ça pourrait concerner la personne. C'est un abattement de 31 865 €. Par contre, il faut que le donateur ait moins de 80 ans et que les petits-enfants, enfin les enfants, en tout cas le donataire, soit majeur. Voilà. Mais on peut donner net de droit jusqu'à 31 865 €. Ce qui n'empêche pas de faire la déclaration. Il faut la faire pour prendre date et savoir qu'on a bien utilisé cet abattement-là. Parce que sinon, si on ne le dit pas, cette donation, si elle n'est pas déclarée aujourd'hui, normalement, il faut la déclarer au moment de la succession. Et au moment de la succession, comme elle n'aura pas été taxée, on va la taxer dans la succession, donc on ne pourra plus bénéficier de l'abattement de 31 865 €. Et donc, ça va manger l'abattement qui marche pour les donations et les successions de 100 000 €. Donc, ce serait dommage. Oui, en effet, ça fait une grosse différence. Par contre, à savoir s'il va être taxé en Angleterre, là, il faut qu'il se rapproche d'un… J'ai regardé, il n'y a pas de convention avec les Royaume-Uni sur les… Après, je ne sais pas si les Royaumes-Uni taxent les donations de cette nature. Là, je ne vais pas pouvoir vous répondre. C'est du droit britannique, donc il faudra voir avec un confrère britannique. On a 2-3 questions d'internautes qui demandent ce qu'être non-résident fiscal. Puisque, en fait, Jean-Pierre dit en fait, je ne possède pas de biens en France et j'habite à l'étranger. Donc, et du coup, alors, vous allez nous dire exactement. Voilà, parce que comme on a vu tout à l'heure, donc on a vu quand même que la France a quand même un large choix pour taxer les personnes. Donc mais le critère principal, c'est quand même la résidence fiscale. Donc là, il faut faire attention, c'est que la résidence fiscale, donc encore une fois, c'est chaque État qui détermine qui va être pour elle son résident fiscal. Et en France, on a 4 critères. 3 critères principaux parce que le 4e concerne les agents de l'État. Donc, on va parler des 3 principaux. C'est des critères qui sont alternatifs, c'est-à-dire il suffit d'en remplir un et la France va vous considérer comme résident fiscal. Donc, les 3 critères, c'est d'avoir en France son foyer ou son lieu de séjour principal. Quand on dit lieu de séjour principal, ce n'est pas forcément 6 mois dans l'année. Ce n'est pas forcément ça. C'est vraiment là où vous restez le plus longtemps. Par exemple, si vous restez 3 mois en France pendant l'année et que le reste du temps, vous passez 1 mois quelque part, 1 mois ailleurs, mais jamais sans dépasser 3 mois, votre lieu de séjour principal, ce sera quand même la France. Ensuite, le deuxième critère, c'est d'exercer votre activité professionnelle principale en France. Et le 3e critère important, c'est d'y avoir le centre de vos intérêts économiques. Et ça, c'est un critère où il faut bien faire attention. Parce que si vous êtes, par exemple, retraité et que vous allez vous installer ailleurs et que toute votre retraite est de source française, le centre de vos intérêts économiques, c'est la France. Donc, la France va vous considérer comme résident fiscal. Et donc, vous considérant comme résident fiscal, si, par exemple, vous décédez, elle va considérer que le défunt était résident fiscal chez elle. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'est ce que nous, on considère. Mais l'État dans lequel vous allez être va peut-être considérer dans ses critères de résidence fiscale que quelqu'un qui a acheté une maison chez lui est résident fiscal. Donc, vous allez pouvoir être considéré en France comme résident fiscal français.
dans l'autre pays comme résidence fiscale de l'autre pays et donc risquer une double taxation sur les successions. Quand on a un conflit de domicile fiscal, de résidence fiscale, on peut le trancher quand on a une convention fiscale. Parce que la convention fiscale, dans ces cas-là, elle a ses propres critères de détermination de la résidence fiscale, qui ne sont pas des critères alternatifs, qui sont des critères successifs. Donc, il suffit que vous en remplissiez. Le premier État qui remplit le critère, c'est l'État de résidence fiscale. Donc, à titre d'exemple, en général, c'est des conventions fiscales de type OCDE qui ont toujours les mêmes critères. Donc, typiquement, le premier, c'est par exemple, vous allez être considéré comme résident fiscal de l'État où vous avez un foyer d'habitation permanent. Ce qui ne veut pas dire votre foyer, mais un foyer d'habitation. Donc, vous conservez un bien en France qui n'est pas loué, c'est un foyer de résidence permanente, puisque si vous retournez en France, vous pouvez vivre comme vous voulez. Si vous n'arrivez pas à déterminer votre état de résidence avec ce critère-là, vous avez le deuxième qui est l'état avec lequel vous avez les liens personnels et économiques les plus étroits. Donc ça peut être votre vie sociale, votre vie familiale qui est dans un état. Où est la famille? Voilà. Et vous pouvez par exemple avoir vos retraites en France, mais toute votre famille vit dans l'autre état et vous y avez votre vie sociale, vous y votez, vous avez vos activités et vous avez un immeuble de rapport. On va considérer potentiellement que c'est cet état-là plutôt que la France. Mais ça peut ne pas être certain. Donc, si on n'arrive toujours pas à déterminer, vous avez le troisième critère qui est le critère de séjour habituel. Donc là, ça peut vraiment être votre domicile. Si vous résidez dans un état toute l'année, on va dire, allez, vous êtes résident fiscal de cet état. Et si jamais on ne peut toujours pas trancher avec ce critère-là, l'autre critère, c'est le critère de nationalité. Et si on ne peut toujours pas se trancher parce que vous êtes binational ou plusieurs nationalités, là, ce sera à demander, en fait, c'est les États eux-mêmes qui vont trancher sur la question fiscale qui leur sera posée. Mais si vous n'avez pas de convention qui trancherait ce conflit de domicile fiscal, vous pouvez être considéré par 2 États ou plus comme résident fiscal. Et donc, vous voir appliquer la taxation qui va avec. Ce que j'en déduis, maître Morer, maître Sainte-Cluc, c'est qu'on a quand même intérêt à anticiper. Et est-ce qu'on a d'autres choix? Est-ce qu'il y a d'autres formes de transmission que la succession pour les non-résidents? Pour les donations, oui. Oui, les donations. Alors attention, hein, c'est toujours pareil. Hein, les donations, il faut bien se renseigner. On ne fait pas n'importe quelle donation dans n'importe quel pays. Et avec, voilà, il faut faire très attention. Les donations partage. Après, on a un système aussi qui a été, qui a été mis en place par les juristes, c'est l'ammeublissement. Quand on est propriétaire d'un immeuble dans un endroit, si on veut le transmettre et bénéficier de certaines dispositions, il est possible de l'apporter à une société et on dit qu'il est ameubli, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de parts sociales et non plus de l'immeuble directement. Ça peut avoir un intérêt si on veut anticiper la succession dans un pays dans lequel on pourrait attraire du coup la transmission des parts vers le pays dans lequel on souhaite. Donc là, c'est des choses. En fait, on fait toujours un audit quand les gens ont un patrimoine ou même avant d'acheter. C'est intéressant de faire un audit sur ces objectifs, sur là où sont situés les biens, pour voir s'il y a une petite stratégie, un estate planning à mettre en place. Il y a une notion aussi en droit français qui s'appelle la tontine, qui a été utilisée aussi de façon à permettre à transmettre aux co-acquéreurs de façon assez simple. Donc, il y a des outils, mais les outils se travaillent avec des professionnels et des gens spécialisés. Oui, et parfois, malheureusement, on peut faire le maximum, c'est-à-dire réduire au maximum les risques, mais tous les risques ne peuvent pas être évités non plus. Donc, voilà. À moins, par exemple, comme je disais tout à l'heure, de faire des transferts de patrimoine, de tout rapatrier sur un seul État, par exemple, mais de couper toute connexion avec l'État français. Par exemple, ça peut être avec un autre État, mais il ne faut pas imaginer, l'estate planning, c'est vraiment des solutions sur mesure pour les personnes et qu'il faut déjà faire un bilan patrimonial pour voir exactement quels sont déjà les problèmes pour pouvoir en régler un maximum. Mais parfois, on ne peut pas tout régler non plus. Très bien. On a une question de Karine et également une question d'Anne que j'ai vu passer qui demande où peut-on consulter un listing avec les notaires spécialistes en droit international. Alors, j'ai plus la question d'Anne, mais c'était la même chose. En fait, comment on peut, où est-ce qu'on peut vous trouver, vous contacter? Alors, il y a un annuaire du notariat qui existe. Et ensuite, au Conseil supérieur du notariat, normalement, on a des commissions, on appartient à des mouvements, en fait. Bon, moi, je fais partie de la mission Europe, par exemple,
Et en fait, on est répertorié. Normalement, ils ont les spécialistes, ils ont les personnes qui sont répertoriées au Conseil supérieur du notariat. Il y a quelqu'un qui s'en occupe de ce département international. Très bien. Donc, la bonne recommandation, c'est de contacter le conseil qui, après, renverra vers l'une Oui, d'entre si vous. parfois vous avez des juristes, si vous êtes dans des capitales, qui travaillent avec des notaires déjà, avec lesquels ils sont déjà en réseau. Donc, ça vaut le coup de se renseigner aussi dans le pays pour savoir s'ils ne connaissent pas un notaire français qui peut avoir justement la vision française des choses. Très bien. Allez, une dernière question des internautes, puis après, je vous donnerai la parole pour un mot de la fin, et puis on pourra conclure ce webinaire. C'était très, très, très dense et très intéressant avec beaucoup de questions. Une fois de plus, on n'aura peut-être pas répondu à tout le monde, mais voilà, je vous encourage à prendre contact. Caroline demande, quand le pays de résidence à l'étranger n'a pas signé de convention internationale et qu'on reçoit une donation partage en France par un parent français, si l'argent reçu est mis sur un compte bancaire en France, il n'y a pas d'incidence fiscale dans le pays étranger. Sachant qu'il n'y a pas donc du coup de convention, fiscale avec le pays. Il n'y a aucun lien avec un pays étranger dans ce… je crois que je n'ai pas tout En fait, suivi. la personne est à l'étranger. Ah oui, elle est à l'étranger. Il n'y a pas de convention fiscale entre les deux pays, donc elle s'inquiète d'une possible double imposition si l'argent reste en France. Eh oui, mais ça dépendra comment on va taxer l'autre pays. Parce que si l'autre pays a les mêmes critères de taxation que nous, le simple fait que le donataire, donc notre participante, réside dans ce pays-là, elle peut subir une taxation. Ça dépend du pays où elle se trouve. C'est vraiment la taxation du pays, là, pour le coup. Nous, en France, on va taxer. Et en plus, il faut faire attention parce qu'on a quand même une obligation déclarative, même si on reçoit quelque chose en France, selon le pays de résidence, il faut faire une déclaration là où on vit. Sinon, on peut être soumis à des sanctions. Je pense par exemple aux États-Unis. Alors, je ne sais pas dans quel pays vit Caroline, mais aux États-Unis, vous avez une obligation déclarative. Donc, si vous ne le faites pas au moment de la donation, de la succession, à un moment donné, si vous réemployez ces fonds que vous avez, vous n'avez rien déclaré, là, il peut y avoir des sanctions importantes. Hein. Oui, il faut regarder le pays où vous êtes, effectivement, mais ce qu'il faut regarder comment ils taxent. Parce que encore une fois, s'ils ont les mêmes critères de taxation que nous, c'est pas parce que le donateur et l'argent restent en France qu'il n'y aura pas de taxation, puisque le donateur, lui, est résident fiscal dans un autre pays. Donc, voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole pour un petit mot de la fin. Maître Sainte-Cluc, peut-être nous dire nous redire un petit peu les grands points d'attention, les quelques conseils que vous pourriez donner en quelques mots. Alors, donc, à la lumière de tout ce qu'on a dit, je voudrais rappeler, donc, c'est pas parce qu'on a un bien en France et selon le pays de résidence, ça n'implique pas forcément que la loi française sera applicable. Donc, quand on a un élément d'extranéité et qu'on est soumis à une succession internationale, il faut, par prudence, il faut toujours se renseigner pour savoir comment ça va se passer, tant au niveau de la loi, quelle va être la loi applicable. Est-ce que je peux intervenir sur cette loi parce qu'elle ne me convient pas trop par rapport à mes objectifs? Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser en fait la transmission des biens? Donc ça, c'est au niveau civil. Et ensuite, au niveau fiscal, comme vous avez pu le voir, il y a quand même des conventions entre la France et d'autres pays. Et en fait, c'est vraiment important de se rapprocher d'un professionnel, de quelqu'un qui est spécialisé, de façon à pouvoir savoir si on a des leviers pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour la transmission. Très bien, merci beaucoup. Maître Maurer, pareil, un petit mot pour conclure ce webinaire. Oui, non, effectivement, ce qui compte essentiellement quand on est dans un contexte international, c'est vraiment l'anticipation. Parce que il y a le côté succession internationale. Donc, nous, le notaire va pouvoir vous expliquer comment ça se passerait, mais il y a aussi le côté droit comparé. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on voit ce qui se passe dans le pays dans lequel vous êtes ou dans le pays dans lequel vous allez aller. Et donc, c'est vrai que plus tôt vous anticipez toutes ces questions, et mieux c'est, parce que quand on fait dans l'urgence, après, on a beaucoup moins de solutions pour sortir de… Ouais, puis parfois, les gens croient savoir, ils viennent nous voir, ils pensent qu'ils ont compris. En fait, même si vous rédigez un testament, faites-le revérifier par le notaire avant de le déposer ou avant de le donner à quelqu'un parce qu'il
peut y avoir des contresens, hein, on en a dans les langues, avec les langues étrangères, mais ben, avec le droit, c'est pareil, il peut y avoir des contresens. Et du coup, se retrouver, mettre vos proches dans un espèce de piège. Et pour nous, après, ça va être difficile quand on va régler la succession de trouver les bonnes solutions, quoi. Et de bien penser, parce que ça, c'est un problème aussi qu'ont pas mal les Français, parce que nous, on est un État centralisé, donc on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a d'autres droits. C'est que vous n'emportez pas tous vos droits quand vous partez. Tout ce que vous avez fait, c'est pas parce que vous l'avez fait en France qu'ailleurs, vous pouvez juste l'exporter et vous dire, ça se passera comme j'avais prévu. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, il faut bien… faire le point régulièrement, en fait, avec les notaires. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, c'est dit, bien compris, bien entendu. Donc, je crois que c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, maître Cécile Sainte-Cluc et maître Mathilde Maurer, notaire, experte du droit international. Je pense que vous avez été très nombreux à poser des questions. Vraiment, reprenez contact avec le Conseil supérieur du notariat pour avoir vos réponses précises, bien entendu, parce que vous avez vu, il y a de nombreux points. Et il faut rentrer dans le détail et anticiper, comme vous l'avez dit. Je vous rappelle que ce webinaire sera dans quelques instants disponible en replay, donc vous pourrez éventuellement le revoir, le faire connaître. Il y aura un article également dans le petitjournal.com dans les prochains jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt, tous les internautes, pour tous les jours, évidemment, sur le petitjournal.com et puis pour un autre webinaire très prochainement. Merci beaucoup. Merci Mathilde, merci Cécile. Au revoir. Merci à vous. Merci pour vos questions. Bonne journée.